Bienvenue à tous dans ce chapitre 13 sur les transformations en chimie organique. Alors l'idée de ce chapitre, c'est d'étudier en détail ce qu'il se passe lors d'une transformation chimique. Alors dans un premier temps, on revient sur les groupes caractéristiques dont on a déjà parlé. Je vous rappelle qu'il faut que vous connaissiez l'ensemble des groupes indiqués dans ce tableau. Vous êtes censé les connaître, les reconnaître et nommer des molécules simples comportant en tout cas ce genre de groupe caractéristique. Sans rentrer trop dans les détails, mais on verra plus tard que si on vous parle de ces fameux groupes caractéristiques en terminale, c'est parce qu'ils constituent dans les molécules des points de faiblesse. Et qui dit point de faiblesse au sein d'une molécule dit réactivité et donc transformation chimique possible. Donc c'est pas étonnant que dans un chapitre sur les transformations chimiques, eh bien, on reparle des groupes caractéristiques. Dans la deuxième partie, on va essayer de classer les différentes transformations chimiques en différentes catégories. Alors la première classification qu'on peut faire, c'est la classification suivant les transformations qui font appel à une modification de chaîne et celles qui font appel à une modification de groupe caractéristique. Dans la première, on a entre les deux molécules une transformation de chaîne, puisqu'ici on a une chaîne carbonée à 5 atomes de carbone, toujours un groupe hydroxyle, et à droite on se retrouve avec une chaîne carbonée à 4 atomes de carbone seulement, avec un groupe caractéristique hydroxyle. Dans le KB, on a ici une chaîne carbonée à 4 atomes de carbone, à droite une chaîne à 4 atomes de carbone également, mais donc la chaîne carbonée n'est pas modifiée, mais par contre on passe d'un groupe hydroxyle à un groupe carbonyle. Donc la différence se fait au niveau du groupe caractéristique. Ensuite on va voir les trois catégories de modifications possibles lors d'une transformation chimique, à savoir les réactions d'addition, d'élimination et de substitution. Alors premièrement, ce genre de catégories, vous pouvez les distinguer simplement en prenant un peu de recul et en regardant de loin comment s'opère l'équation bilan. Si on prend par exemple l'exemple de l'addition, évidemment dans une transformation chimique, vous avez très souvent plusieurs réactifs. L'addition, la substitution ou l'élimination se fait sur une molécule. Donc la première difficulté, en tout cas la première chose à faire, c'est d'identifier la molécule sur laquelle va se faire l'addition, l'élimination ou la substitution. Alors ici, on est dans la réaction d'addition. L'addition va se faire sur cette molécule ici. On parle de réaction d'addition parce qu'on voit clairement que le chlorure d'hydrogène, HCl, est venu s'ajouter à la première molécule. La réaction d'élimination, c'est l'inverse. Ici, on a deux réactifs, mais on voit que le réactif sur lequel va s'opérer l'élimination, c'est celui-ci. C'est la première molécule. Sur cette première molécule, entre celle-ci, la molécule réactif, et celle-ci, la molécule produit, on voit que les atomes de brome et d'hydrogène ont disparu, ont été éliminés. On a donc bien entre la partie gauche et la partie droite, entre cette molécule et celle-ci, une élimination de deux atomes, en l'occurrence le brome et l'hydrogène. Et enfin, les réactions de substitution. Substituer, c'est remplacer un atome ou un groupe d'atomes par un autre. Ici, entre OH- et cette molécule, c'est sur cette molécule réactive que va s'opérer la substitution. Donc on compare cette molécule ici à celle-ci. Qu'est-ce qui se passe entre la gauche et la droite? Ici, on a un atome de chlore. Ici, on a un groupe OH. L'atome de chlore a donc été remplacé, substitué par le groupe OH. Avant de passer à l'explication des transformations chimiques elles-mêmes, il faut qu'on parle d'un problème qui va être la base
de toutes ces transformations, justement, c'est l'électronégativité, qui elle-même va conduire à la polarisation des molécules. On prend un exemple, c'est un exemple de deux personnes qui sont dans un lit avec la couette ici en rouge. Lorsque vous êtes à deux dans un lit, vous mettez au début de la nuit la couette au milieu du lit et vous apercevez qu'à la fin de la nuit, la couette est bien souvent plus d'un côté que de l'autre. Il y a toujours parmi les deux personnes une des deux qui a tendance à tirer la couette plus à elle que l'autre personne. Fini nos histoires de couette, revenons à nos atomes. Prenons la molécule d'eau sous sa représentation de Lewis, avec les doublets liants en bleu, les doublets d'électrons non liants en rouge. Il faut se rappeler d'une chose, c'est que ces doublets sont en fait deux électrons mis ensemble. Donc, sous ces doublets liants, ces liaisons covalentes, se cachent en fait deux petits électrons. On a la même chose ici, je vais les faire en bleu. Dans la molécule de dihydrogène, le doublet liant ici est en fait composé de deux petits électrons. Il se trouve qu'entre l'oxygène et l'hydrogène, l'oxygène va avoir la fâcheuse tendance à attirer à lui les électrons plus que son voisin hydrogène. Donc ce petit doublet d'électrons qui est ici au milieu, entre l'oxygène et l'hydrogène, va se décaler côté oxygène. Pareil pour cette liaison covalente ici à gauche. Eh bien, cette capacité qu'ont certains atomes, ici l'oxygène, à attirer les électrons à eux, c'est ce qu'on va appeler l'électronégativité. Elle est représentée sous cette lettre X. Vous avez ici les trois électronégativités du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. On voit que l'oxygène il a une électronégativité de 3,44, l'hydrogène de 2,20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'oxygène est plus électronégatif. Ça se traduit comment? Par une attirance du doublet d'électrons commun à l'oxygène et l'hydrogène côté oxygène. Ces différentes électronégativités sont toutes rassemblées dans un tableau que vous avez dans votre cours. Prenons l'exemple d'une autre molécule, la molécule de dihydrogène. L'hydrogène de gauche a une électronégativité de 2,20, l'hydrogène de droite est évidemment la même. Les deux électrons restent donc au centre des deux atomes. Reprenons notre molécule d'eau. Donc on a dit que les électrons étaient plutôt côté oxygène qu'hydrogène. Or les électrons c'est quoi? Ce sont des charges négatives. Donc pour cette liaison covalente, si les charges négatives sont côté oxygène, on va avoir un excès de charge négative. On va avoir une différence. La différence c'est delta, petit delta ou grand delta en physique. Ici, on va avoir une différence de charge plutôt négative côté oxygène. Côté hydrogène, ça va être l'inverse. On va avoir un delta plus, c'est-à-dire un défaut de charge négative, du coup un excès de charge positive. Pour cette liaison covalente, même chose. Les électrons viennent tous côté oxygène. L'oxygène va donc voir autour de lui un excès de charge négative. Par opposition, l'hydrogène en face va avoir un défaut de charge négative. En résumé, la molécule d'eau se comporte donc comme une sorte de dipôle, de rectangle, avec en haut les charges négatives, en bas les charges positives. On va dire que la molécule d'eau est polarisée, se comporte comme un dipôle avec d'un côté les charges négatives, de l'autre les charges positives. On voit en résumé qu'à cause de l'électronégativité différente entre les atomes, ici d'oxygène et d'hydrogène, la molécule va devenir polarisée. Autre exemple, on a vu la molécule d'eau, le chlorure d'hydrogène, un atome de chlore, un atome d'hydrogène. Ici, l'électronégativité du chlore, 3,16. Très électronégatif, comparé en tout cas à l'hydrogène.
Donc dans le doublet d'électrons, ici les électrons seront plutôt côté chlore, un excès plutôt de charge négative côté chlore, un défaut de charge négative côté hydrogène. Le chlorure d'hydrogène est donc bien une molécule polarisée. Autre exemple, le fameux CO2. Le carbone 2,55, l'oxygène 3,44, très électronégatif l'oxygène. Les charges négatives vont être donc côté oxygène, défaut de charge négative côté carbone. Mais vu la configuration géométrique de la molécule, c'est une molécule symétrique qui est plane. On ne peut pas dégager un côté plus et un côté moins, puisque les excès de charge négative en fait sont des deux côtés. Donc on a ici un exemple d'une molécule qui comporte des atomes plus électronégatifs que les autres, et pourtant il n'y a pas de polarisation. Donc pour qu'il y ait une polarisation d'une molécule, il faut qu'il y ait une différence d'électronégativité entre les atomes, mais attention, l'inverse n'est pas vrai. C'est pas parce que vous avez une différence très marquée d'électronégativité entre les atomes que vous aurez forcément une molécule au final qui sera polarisée. Tout dépend en fait de la construction géométrique de la molécule. Dernière chose à dire, c'est que quels sont les atomes les plus polarisés? Ce sont les atomes que l'on retrouve, l'oxygène principalement, que l'on retrouve dans les groupes caractéristiques. Ces atomes très électronégatifs vont créer du coup des points de faiblesse au niveau des liaisons. Ce seront donc des liaisons plus fragiles sur lesquelles vont pouvoir s'opérer des transformations chimiques. Vous voyez ici l'intérêt de parler de ces fameux groupes caractéristiques au niveau de la terminale. On va essayer de résumer ici tout ce que l'on a vu dans le cours au niveau de l'électronégativité, de la polarisation des liaisons, pour essayer d'expliquer ce qui se passe au niveau microscopique lors d'une transformation chimique. Je reprends donc le premier exemple que vous avez dans votre cours et on va essayer de l'expliquer. J'ai rajouté ce qui apparaît pas dans l'exemple du cours, les doublets non liants. Alors ici, il n'y a que l'atome de brome qui a 3 doublets non liants. Et l'ion bromure comporte 4 doublets non liants. Donc je les ai mis ici en rouge. Ça peut être utile dans le genre d'exercice parce que ces doublets non liants peuvent jouer un rôle dans la transformation chimique. Ce que vous faites dans un exercice comme ça, vous prenez du recul et vous regardez ce qui se passe au niveau de l'équation bilan. On voit quoi? On voit que cette molécule que je vais appeler molécule numéro 1 va venir en fait se coller à la molécule numéro 2 pour former cette molécule numéro 3. Alors évidemment, dans ce rapprochement, il y a des éléments qui vont sauter, c'est l'élément lithium et l'élément brome qu'on retrouve ici isolés, à l'état ionique d'ailleurs. Une fois que vous avez fait ça, vous allez couper votre équation bilan en deux et vous allez vous concentrer uniquement sur la partie réactif. Vous allez voir qu'on va faire des flèches. Ces flèches, on ne les fait qu'entre les réactifs. Alors, au niveau des réactifs, on va déjà regarder, on a bien compris que tout se jouait en fait au niveau de ces deux atomes de carbone qui se rapprochaient avec l'atome, l'élément lithium et l'élément brome qui partaient. Donc on va essayer autour de ces éléments d'identifier les pôles négatifs et les pôles positifs. On y va. Atome de lithium, très peu électronégatif, 0,98. L'atome de carbone, 2,55. C'est donc l'atome de carbone qui est le plus électronégatif en comparaison avec le lithium. L'excès de charge négative va donc être ici. Carbone numéro 2 confronté au brome. Brome très électronégatif. Donc le défaut de charge, l'excès de charge négative est côté brome. Le défaut de charge négative est côté carbone numéro 2. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. On voit qu'un même élément, l'élément carbone, peut être à la fois associé à un pôle positif,
lorsqu'il est face à un élément brome, et à la fois associé à un pôle négatif lorsqu'il est face à l'élément lithium. Suivant l'environnement de l'atome peut être plutôt moins ou plutôt plus. Une fois que vous avez identifié les delta- et les delta+, première chose. Deuxième étape, vous identifiez les sites donneurs et les sites accepteurs. Donc, je répète, un site ne peut être donneur que si il a à lui beaucoup d'électrons. Donc, c'est là où il y aura les delta- qu'on aura les sites donneurs. Donc, cet élément est un site donneur. Il peut potentiellement donner des électrons, puisque tous les électrons, il les aura attirés précédemment à lui. Et lui également est un site donneur. Par contre, l'élément lithium va être un site accepteur. Il va se faire retirer les électrons qu'il y avait autour de lui par le carbone numéro 1. Donc il n'aura plus d'électrons. Donc il va être demandeur, accepteur d'électrons. Et cet atome de carbone également va être un site accepteur. Ensuite, on a identifié les delta+, les delta-, on a identifié les sites donneurs, accepteurs. On va essayer de comprendre vraiment comment se font les transferts d'électrons. On va partir d'ici, de ce doublet d'électrons. Ici, les deux petits électrons qui servaient à lier le C2 et le brome, ces deux électrons vont partir côté brome. L'élément brome va donc récupérer, dans ce doublet, il avait un électron qui lui était propre, puis il en avait un deuxième qui était partagé avec le carbone. Ce deuxième électron, il va le récupérer que pour lui. Il va se retrouver donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons que pour lui. Égoïste, l'élément brome. C'est pas étonnant qu'on passe d'un atome de brome à un ion bromure. Et on va représenter ce petit électron qui était partagé entre les deux atomes et qui va devenir propre à l'élément brome par une flèche qui signifie que ce doublet d'électrons est récupéré par l'élément brome. Donc on a ici une liaison rompue qui ne sera pas reformée par la suite. L'élément carbone donc se retrouve avec un défaut d'électrons. Il est donc accepteur, il va donc attendre de récupérer des électrons, certainement d'un élément qui lui en a beaucoup, d'un site donneur. Le site donneur, il est là, c'est le carbone numéro 1. Le carbone numéro 1 a pris, parmi les deux électrons qui étaient ici dans ce doublet, il les a récupérés à lui. L'atome de lithium n'a donc plus d'électrons, il se retrouve tout seul, ça devient un ion Li+, et le carbone numéro 1 se retrouve avec ces deux électrons que pour lui. Alors lui, il est moins égoïste que le brome tout à l'heure. Ce doublet d'électrons qui a été rompu, il va s'en servir et le réutiliser pour reformer une liaison avec le carbone numéro 2. Ce doublet-là, c'est donc celui-ci qui est dans un premier temps coupé de l'élément lithium, mais qui vient se reformer avec le carbone numéro 2. Voilà ici résumé l'essence même du chapitre 13. L'idée, c'est avec des flèches courbes d'arriver à résumer ce qui se passe microscopiquement dans une transformation chimique au niveau du transfert des doublets d'électrons. Dernier exemple du chapitre. Alors je vais essayer de vous l'expliquer cet exemple. Vous avez ici l'ion OH-. Alors pourquoi l'atome d'oxygène est négatif? L'atome d'oxygène, vous l'avez ici dans sa configuration classique avec ces deux doublets non liants et ces deux doublets liants. Ici il a trois doublets non liants, donc il a en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons qui lui sont propres, le huitième étant partagé avec l'hydrogène. 7 électrons qui lui sont propres, ça en fait 1 de trop,
par rapport à sa configuration classique, il est donc chargé négativement. Et on peut expliquer aussi tout de suite pourquoi l'atome de carbone est positif. L'atome de carbone, il n'a que 3 doublés liants autour de lui. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons. Il lui manque 2 électrons, puisque l'atome de carbone a, en règle générale, 4 doublés liants autour de lui. Donc pas étonnant que l'atome de carbone se retrouve avec un défaut de charge négative ici. Alors, si je prends un peu de recul, je m'aperçois que ici on a une magnifique transformation, réaction d'addition. L'ion ici va venir se coller sur ce groupe d'atomes pour former une seule et même molécule. Donc, j'applique la méthode classique, je me positionne au niveau des réactifs, je vais identifier les pôles moins, les pôles plus. Ici, côté oxygène, l'oxygène étant, excusez-moi, beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène, l'excès de charge négative sera côté oxygène, le défaut de charge négative sera côté hydrogène. Pareil ici, j'ai un carbone qui est en manque d'électrons, il lui manque un doublé d'électrons, le pauvre. Donc ici on aura un défaut de charge négative côté carbone. Une fois que j'ai fait ça, associé à ça, je peux identifier mes sites donneurs-accepteurs. Ici, j'ai un élément qui est en manque de charge négative, donc qui va plutôt en accepter. Ici, j'ai un élément qui en a trop, donc lui, il va plutôt représenter un site donneur. Et enfin, ce dernier, qui va plutôt être un site accepteur d'électrons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je m'aperçois que l'oxygène vient se lier à cet atome de carbone. Cette liaison-là entre l'oxygène et l'hydrogène, elle n'est pas touchée. Toutes ces liaisons carbone-carbone restent intactes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose entre l'élément oxygène, ici, et l'élément carbone. Alors, toujours pareil, je vais représenter avec une flèche qui part toujours du doublé d'électrons d'un site donneur. Alors ici, on voit que c'est l'un de ces 3 doublés, puisque là j'ai 3 doublés non liants, là j'en ai plus que 2. Donc il y en a un des 3 qui va servir pour relier l'atome d'oxygène à l'atome de carbone. En résumé, sur ces 2 exemples que l'on a vus, il y a des règles à bien respecter. Première règle, mes flèches, je ne les représente que parties réactifs. Ensuite, mes flèches courbes partent toujours d'un doublé proche d'un site donneur. Ça, c'est une règle générale. Pour aller où? Alors, pour aller où, il y a différents cas. Ici, on voit qu'on a un doublé non liant qui va se transformer en un doublé liant. Donc, la flèche part d'un doublé proche d'un site donneur pour aller vers un site accepteur. Dans l'exemple précédent, on a vu un doublé qui était liant, c'était le cas de l'élément brome, et qui va devenir un doublé non liant. Donc un doublé proche d'un site donneur qui est récupéré que pour lui par le site donneur en question. Et puis enfin, on peut avoir un doublé qui était au départ liant, un doublé proche d'un site donneur, mais qui servait à une liaison, et qui va partir vers un site accepteur, mais pour reformer à nouveau une liaison. Donc, un doublé non liant qui devient liant, un doublé liant qui devient non liant, et un doublé liant qui est rompu, mais qui reforme un autre doublé liant. Voilà les 3 cas possibles de transfert d'électrons.